dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Smile Wanted et Gamned, avec pour partenaires médias AdTech News et Redcard. Ce programme est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Vidéo, TV programmatique, état des lieux. On entend souvent dire que la vidéo est le principal format créateur de valeur dans l'univers programmatique. Cependant, des questions se posent. Une adoption généralisée du format vidéo ne risque-t-il pas de banaliser le format, quitte à en faire perdre sa valeur ? Où en est-on avec le concept de Programmatic TV ? L'usage de la vidéo et la consommation télé est de plus en plus mobile. Quelles sont les solutions disponibles aujourd'hui pour assurer la visibilité des annonceurs ? Pour en discuter, Kautar Benazi d'Avas Programmatic Hub, Paul Ripard de TF1 Publicité, Thibaut Chevalier de M6 Publicité, David Folguera de Prisma Media. Bonjour à tous, merci d'être sur le plateau de The Programmatic Society. On va parler vidéo et télévision. C'est un sujet extrêmement important pour l'ensemble de l'écosystème, que ce soit pour les éditeurs, les annonceurs et bien sûr les agences qui collaborent avec elles. Et ma première question, c'est aujourd'hui, en termes de vidéo et de TV programmatique, quelles sont les nouvelles solutions technologiques et business qui vont permettre à la vidéo de continuer, j'allais dire, son ascension d'un point de vue business, mais également d'un point de vue adoption dans l'écosystème programmatique ? Le sujet de la vidéo au sein du programmatique, ça a toujours été un sujet important. J'ai le sentiment qu'il a démarré un peu plus tard que sur la partie display. Donc on est quand même, le marché s'est beaucoup amélioré. On n'en est plus à l'époque où pour acheter de la vidéo, il fallait utiliser uniquement des BM pour aller sur YouTube. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'inventaires qui sont disponibles, il y a plus de SSP. Les agences aussi ont créé des places de marché sur lesquelles on peut trouver des inventaires de qualité. Mais globalement, j'ai le sentiment qu'on a toujours ces 12 à 18 mois de retard par rapport au display et on commence à bénéficier aujourd'hui de solutions technologiques qu'on a mis en place il y a 12 à 18 mois sur la partie display. Je pense notamment à des systèmes de médiation, à des systèmes par exemple au header bidding qui commencent à arriver sur la partie vidéo, à des solutions de server-side. Voilà, donc c'est les sujets qu'on est justement nous en train de traiter en ce moment chez Prisma. Je ne te cache pas que c'est une grosse partie du temps des équipes. L'idée, c'est de rendre notre inventaire le plus facilement disponible pour l'ensemble du marché, pour créer de la demande, pour créer de la pression sur les prix. Et ce qu'on met en parallèle de tout ça, c'est justement des solutions pour bien yielder. Voilà, donc en fait, on fait aujourd'hui en vidéo ce qu'on faisait il y a 12 à 18 mois sur la partie display. Ton observation, Kautar ? Ça va plutôt dans nos attentes, en fait, puisque aujourd'hui, c'est des inventaires qui sont rares, où on a vraiment un petit souci en termes d'accessibilité. Et le fait d'avoir accès à ces innovations technologiques qui vont permettre un petit peu de déverrouiller l'accès à ces inventaires va nous permettre à nous d'avoir plus de latitude et plus d'agilité dans l'achat et dans la gestion des campagnes vidéo qui sont aujourd'hui un levier qui est en forte croissance et sur lequel on a vraiment besoin de se positionner de manière assez massive. Paul ? On a pas mal parlé techno, je vais peut-être redire un mot après. Sur la partie très business, et notamment si je me mets d'un point de vue publisher, chez nous, deux grosses données assez fortes sur la programmatique vidéo, c'est l'apparition de la data côté publisher. Jusque-là, notamment sur la partie vidéo, l'accès à la data était plutôt côté DSP et côté achat. Là, les publishers sont équipés fortement de DMP, ont des datas assez exclusives. C'est par exemple ce qu'on a fait avec nos amis de M6 et de France Télé, la mise à dispo sur le marché pour les acheteurs programmatiques de data loguées. Donc c'est via le projet Sigma qu'on a mis ensemble. Donc partie data qui devient de plus en plus forte. Partie business qui est forte aussi, c'est la partie télé. Si on parle vraiment de la télé, 40% là, de mon chiffre d'affaires programmatique vidéo se fait sur l'écran de télévision. Il y a fort à parier que l'année prochaine, je dépasse les 50%, avec notamment l'arrivée des data FAI qui sont de plus en plus fortes et de plus en plus concises. Et sur de la partie techno, on est encore, en tout cas sur la partie vidéo, je mets de côté l'outstream qui est assez différent, qui se rapproche du display, et l'instream premium qui est vraiment différent. Là-dessus, c'est plutôt l'arrivée du yield qui va permettre d'augmenter en fait, le volume d'inventaire dispo sur le marché. On est dans un inventaire assez contraint. Et le programmatique garanti qui va permettre de pouvoir acheter un inventaire du coup garanti comme on peut l'avoir dans un ordre d'insertion et avec un prix fixe qui correspond en tout cas à la demande sur de l'instream vidéo. Très bien.
Thibaut, ton point de vue? Alors, beaucoup de choses ont été dites. Non, mais la valeur business, effectivement, on avait des offres en gré à gré et en programmatique qui n'étaient pas forcément équivalentes. Le fait d'avoir cette data déterministe, voilà, ça c'est un vrai plus business aujourd'hui pour les annonceurs, pour les trading desks. Moi, je compléterais sur la partie techno parce que la technologie, ça permet plein de choses. Ça permet aussi beaucoup parfois de complexification. Et je pense que la techno, si elle pouvait être plus facilitatrice, simplificatrice dans l'achat programmatique, ça serait un bon point. C'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de faire là, dans le projet Sigma. Donc on s'est mis en partenariat avec Adobe et l'idée c'est de faire en sorte qu'un format vidéo qui est toujours un peu plus compliqué à observer que le display, ce qui peut-être justifie de temps en temps les 12 à 18 mois de retard, ça soit de plus en plus facile à diffuser. Donc, et alors le header bidding, bien évidemment, c'est un sujet qui est d'actualité très clairement. Alors justement, ce qui est intéressant dans vos différents développements, c'est effectivement un inventaire un peu plus accessible, un peu plus important, même si pour certains, vous faites la différence entre l'in-stream et l'outstream. Il faut quand même considérer cet outstream comme étant aussi un pourvoyeur d'inventaire quand même très, très, très important. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à terme, vu cette importance ou ce nombre très important d'espaces publicitaires dédiés à la vidéo, est-ce que le format vidéo devienne standard et voit son CPM chuter? Est-ce que vous avez des réponses là-dessus? Et notamment, Kautar, ton avis serait très intéressant. Alors, le fait que ce soit standardisé, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est accessible. Tout le monde peut se positionner sur la vidéo. Il y a de gros enjeux là-dessus. En revanche, le contenu, c'est là que la différence va se faire. Le savoir-faire sur la vidéo, c'est quelque chose de très important. De par mon expérience auparavant, j'ai fait partie d'une entreprise qui a justement scalé des modèles sur de la vidéo en termes de montage, en termes de narration. Et on s'aperçoit aussi qu'il faut correspondre à une attente de la part des audiences. Il faut pouvoir y intégrer aussi de l'engagement. Donc faire de la vidéo standardisée, c'est une réalité. Le contenu, c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va permettre aussi à un annonceur de pouvoir privilégier certains environnements. Et on va vraiment être dans quelque chose qui va se premiumiser plus que s'abaisser en termes de valeur. Et c'est là où va se faire la différenciation. Et ensuite, bien évidemment, on viendra y adosser tous les KPI qui nous permettront aussi après d'apprécier tout ce qui concerne la performance, etc. Donc ça va dans le bon sens, ça permet d'ouvrir encore une fois l'inventaire, le volume et les capacités, mais encore une fois, il y a une différenciation qui se fera en termes d'appréciation. David, c'est intéressant ton cas, puisque on va dire que le groupe Prisma n'est pas nativement un acteur dans le monde de la vidéo, et ton avis est intéressant. Tout à fait, sur la vidéo, en fait, sur le côté publicitaire, il y a deux sujets, il y a l'in-stream et l'outstream. Je crois que sur le dernier observatoire SRI, ça représente à peu près 40% du display. Donc on voit que les annonceurs commencent vraiment à s'intéresser fortement à ce format-là. Si on en vient sur l'e-stream, parce qu'en fait, de l'outstream, on peut bien entendu le diffuser sur nos contenus. De l'in-stream, ça sous-entend aussi de la production de contenu vidéo. Et ça, c'est pas donné à tous les éditeurs. Je rencontre beaucoup d'éditeurs qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de pouvoir produire du contenu vidéo. Ça nécessite beaucoup de ressources. Nous, c'est le chemin et c'est le pari qu'on a fait chez Prisma depuis 2 ans. Aujourd'hui, on a à peu près 7 studios de télé, on produit énormément de contenu. Et ce qui va faire, à mon sens, la différence, c'est que ce contenu-là, ce contenu vidéo qu'on diffuse, c'est un contenu qui va être dans un contexte particulier, fait en relation avec les journalistes. Le journaliste aujourd'hui qui écrit un papier écrit, de plus en plus, il y a de la vidéo qui vient au sein de l'article. Donc ça, c'est un point très très important. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, ça pèse environ 1/4 de notre chiffre d'affaires. Donc c'est pas le pilier, c'est un des piliers de la stratégie de Prisma de pouvoir se diversifier. Moi, je remarque que le CPM, finalement, ça fait quelques années qu'il s'est stabilisé. C'est vrai qu'il y a 4-5... On peut donner un ordre d'idée ? Moi, je dirais qu'il est aux alentours, il est entre 3 et 5 fois plus élevé que sur la bannière classique display. Je le situe dans ces eaux-là, 3 à 5 fois. Il a baissé à une certaine époque. J'ai l'impression qu'il est maintenant plutôt stabilisé depuis 2 ans. Alors, pour quelle raison ? Parce que aussi, on a rajouté de la diffusion, on s'est rajouté des contraintes de visibilité, des contraintes qui sont bien sûr... très importante et primordiale. Donc la visibilité, la complétion, la couverture sur cible. Donc on va dire que grâce à ces inputs de qualité, on a réussi à stabiliser, en tout cas c'est ce qu'on remarque chez Prisma, le prix de la vidéo. TF1, votre point de vue sur justement ce risque de standardisation ? Oui. Donc pareil, je scinderai vraiment le marché en 2 parties. Un marché de l'outstream qui va être pléthorique.
tout le monde peut mettre de la vidéo à outstream un peu partout, et ce qui se passe sur la outstream et ce qui s'est passé sur du display, chute de la valeur, obligation du coup d'avancer sur des technos fortes et obligation du header bidding qui va toucher surtout la partie outstream, où on a ces problèmes-là qui ressemblent à la partie display. Sur la partie in-stream, et je parle de l'in-stream premium, qu'on peut l'entendre chez TF1 ou même chez M6, il y a en fait très peu d'inventaire. Par très peu d'inventaire, j'entends d'inventaire avec des KPI natifs vidéo. Par exemple, chez TF1, 97% de visibilité, 95% de complétion, son on, taille du player, c'est des diagonales de 108 cm quand on regarde sur son écran de télé, 100% de brand safety qui est assez natif. Donc on va dire que sur cette partie d'inventaire, j'ai pas de problème du tout sur la partie pricing, voire même les prix sont même à la demande, donc c'est très bien. Qu'on puisse voir avec Havas, ça sera plutôt dans les négociations des années d'après, qui est plutôt un prix à la hausse, parce qu'il y a une demande qui est très forte et une offre qui reste assez faible. Donc on est plutôt sur une partie en fait, qui est plutôt vertueuse pour les éditeurs. Après les difficultés qu'il y a eu sur la partie display, sur la partie vidéo, c'est plutôt vertueux pour nous. Chez M6. Plus il y aura de massification et d'inventaire vidéo pour l'utilisateur, au contraire, plus il y aura de diversité et de granularité dans les offres. Moi, je rajouterais peut-être dans l'in-stream, je pense qu'il faut différencier, notamment par rapport à des problématiques de brand safety qui sont extrêmement présentes. D'un côté, je dirais les inventaires où il y a de la production, où il y a des studios, on paye des journalistes, on achète des droits. Voilà, il faut une taille critique aussi, ça coûte cher de produire et diffuser de la vidéo. Et le contenu UGC d'un côté. Donc in-stream, out-stream, je suis d'accord. Et dans l'in-stream, je pense qu'il y aura encore plus de granularité au niveau des offres. Et après, la chance de la vidéo, au contraire du display, c'est que c'est un inventaire qui est effectivement un peu plus rare. Donc là, normalement, le programmatique doit avoir un jeu vertueux des enchères pour qu'on puisse regagner de la valeur, nous, côté éditeur. Alors, je vais parler d'un sujet qui est un peu inhérent à tout ce qu'on se dit, puisqu'on parlait de la vidéo, c'est le fameux concept de programmatic TV. Est-ce que c'est encore un fantasme ou est-ce qu'aujourd'hui c'est une réalité? Alors pourquoi je me permets aussi de parler de fantasme? Parce que quand même ce qui fait aussi la vertu du programmatique, c'est de pouvoir cibler de manière assez précise un utilisateur. Est-ce qu'aujourd'hui, en télévision, via un système programmatique, c'est possible? Est-ce que c'est toujours un fantasme ou est-ce qu'aujourd'hui c'est une réalité en France? Alors, en fait, c'est déjà une Thibaut. réalité. Ouais. Je m'efforce de le répéter, mais c'est une réalité depuis déjà 3-4 ans. Donc, Paul l'a dit tout à l'heure, mais acheter du programmatique sur un écran de télévision, c'est quelque chose qu'on fait, je dirais, assez massivement. C'est 60% des usages chez nous en termes de vidéo vue. Il y a encore une petite discrepancy entre l'investissement en chiffre d'affaires et les usages, mais ça tend à se réduire. Et c'est même une réalité qui est non négligeable. Donc là, on est sur uniquement la partie on-demand. Exact. Donc on est dans un écosystème fermé qui ne permet pas toutes les possibilités de ciblage, mais voilà, on y travaille avec les différents fournisseurs d'accès Internet. Si on parle du linéaire demain qui nous intéresse et le live, le programmatique au sens automatisation de l'achat d'espace, ça existe déjà. Après, la télé adressable, la télé segmentée, il y a des initiatives aujourd'hui, il y a des groupes de travail via les différents syndicats. Donc je dirais que c'est déjà une réalité expérimentale. Et après, il y a quelques écueils à lever, législatifs notamment, économiques en termes de compétition entre les différents médias, mais ce n'est pas du tout un fantasme. On a tous envie d'y participer, moi le premier. Donc c'est une réalité et je pense que ça arrivera, je l'espère, le plus rapidement possible. Paul? Oui. Oui, je rejoins tout à fait ce que tu dis, Thibaut. Si on met l'achat d'inventaire TV linéaire via un DSP, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis très fortement. Donc c'est l'idée fortement par Adobe TubeMogul, et donc avec un marché américain assez différent du marché français. Et avec notamment, c'est assez rigolo de voir ça, en fait cet outil, ce DSP qui est mis à disposition, n'est pas mis en fait aux États-Unis à disposition des traders et des trading desks, c'est plutôt pour les acheteurs télé. Où il y a en fait un achat de télé qui est un peu différent aux États-Unis, où nous en France on est guidé par exemple par un popcorn. Donc c'est une réalité aux États-Unis. Sur la partie française, qu'est-ce qui se passe? Nous de notre côté, on a avancé, ça fait maintenant 4 mois, qu'il est possible maintenant pour une agence, demain à partir de janvier pour n'importe quel annonceur, d'aller sur une plateforme self-service, l'équivalent d'un DSP. Chez nous ça s'appelle La Box, c'est un outil propriétaire. Et tu peux te loguer avec ton login, mot de passe, tu as la grille des disponibilités de TF1, mais également des chaînes de la TNT, et tu peux acheter en net ta campagne télé en 3 clics, appuyer sur OK, et tu as une diffusion automatique. Donc cette partie, en fait, automatisation de l'achat, le programmatique n'est pas nécessairement que du real time, mais peut être du near time. On est plutôt sur du near time sur la partie télé. Il y a quand même un process qui est assez lourd de vérification. Pas nécessairement en bidding. D'ailleurs, l'achat vidéo ne se fait pas nécessairement en bidding, mais plutôt en prix net. Est une réalité déjà, en tout cas chez TF1.
Kautar, quelle est ton observation par rapport justement à ce concept de programmatic TV et sa réalité? Nous, en termes d'achat et de média planning, c'est des choses qu'on a déjà intégrées. On a ouvert quand on parle de vidéo, quand on parle de télé. Voilà, c'est au-delà simplement de ce qu'on peut faire d'un point de vue traditionnel. On a intégré aussi tout ce qui est IPTV, etc. La télé adressable et la programmatic TV telle qu'on l'entend là, aujourd'hui j'ai envie de dire que finalement le marché côté broadcaster et publisher, vous êtes déjà prêts, les technos sont aussi déjà prêtes. On a des courbes d'expérience sur d'autres marchés qui prouvent que voilà, c'est une réalité, ça a du sens. Et encore une fois, dans la manière de pouvoir adresser toujours le bon message à la bonne personne et en fonction des usages qui sont aujourd'hui en pleine révolution. Donc voilà, j'ai envie de dire que ça va accélérer. Le seul frein qu'on a, et c'est encore une fois une petite contrainte franco-française, c'est le cadre légal. Mais sinon, on est tous sur les starting blocks et je pense que ça ne peut avoir qu'un bénéfice et une valeur ajoutée, en tout cas dans le cadre de ce qu'on achète en termes de vidéo et de télé. David, est-ce que c'est une réalité peut-être bientôt pour Prisma, puisque vous avez quand même beaucoup investi, si j'ai bien regardé, dans la création de studios, de contenus. Est-ce que demain, ça veut dire que vous pouvez devenir un acteur dans le domaine de la télévision et donc un acteur dans le domaine du programmatic TV? Il faudrait pour ça obtenir un canal hertzien ou TNT, mais donc voilà, c'est quelque chose qui est dans les projets. Après, on connaît la difficulté d'avoir un canal de diffusion. En tout cas, en termes de contenu, en termes de capacité de production, en termes de ligne éditoriale, c'est des choses qu'on maîtrise. Et justement, tout le travail qu'on fait aujourd'hui à ce niveau-là, c'est un travail aussi d'apprentissage pour peut-être un jour pouvoir franchir le pas. Alors justement, puisqu'on parle de canal de diffusion, il y a un point qui est flagrant, c'est que la vidéo est de plus en plus utilisée dans l'univers mobile. Alors, est-ce que l'offre publicitaire s'est adaptée? Et je vais te demander ton avis, Kautar, puisque justement tu reçois ces offres publicitaires. Et est-ce que, en termes de mobilité, l'offre publicitaire vidéo est au niveau de tes attentes? Alors, il faut remettre ça dans un contexte où en fait les usages se sont énormément développés dessus. Il y a eu pas mal d'efforts de la part des publishers et aussi des GAFA sur le sujet de la vidéo mobile. Aujourd'hui, le snacking vidéo se fait effectivement sur ce device-là. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises dans la production qui prend en considération des formats courts, de l'engagement et autres. D'un point de vue publicitaire, il y a aussi beaucoup d'initiatives qui ont été faites, beaucoup de régies qui ont travaillé sur des notions de format à la verticale, de format court, du CPVV, etc. J'ai envie de dire que la courbe de développement du format, en tout cas sur le mobile, elle est beaucoup plus avancée que ce qu'elle n'était il y a quelques années en arrière, mais on a encore un léger retard par rapport aux usages qui se développent et qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus enclins. Après, c'est une très bonne dynamique parce que ça nous permet aussi de nous challenger par rapport à des formats et d'essayer d'avoir en tête aussi les scénarios d'après et du coup aussi d'apprécier les KPI des campagnes sur ces devices-là avec des choses qui soient beaucoup plus innovantes que le KPI traditionnel en termes de vidéo qui a été vue ou pas vue, est-ce qu'elle a été visible ou pas. Je pense qu'ensuite, on va commencer à déporter le sujet du format sur l'attention qu'on va porter aussi au format publicitaire sur ce type de device et d'environnement. Alors, messieurs, au niveau de vos régies, est-ce que votre offre s'est adaptée à cette réalité de mobilité? Oui, forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir quelques chiffres, l'inventaire mobile, l'inventaire vidéo sur les devices mobiles, ça représente à peu près 70% de notre inventaire. Et au niveau des chiffres, on arrive aux 50%. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un décalage entre les chiffres et les audiences. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le mobile, ça reste quand même le talon d'Achille, en tout cas nous concernant. Je suis curieux d'avoir votre avis sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits côté agence créa, côté annonceur pour nous livrer des formats, on va dire, légers, aujourd'hui, dès qu'on est sur mobile et qu'on a une connexion qui est un peu moins fluide que ce qu'on peut avoir à la maison ou au bureau via le Wi-Fi, on a une forte déperdition, une déperdition importante. Ce qui est clair, c'est que les taux de remplissage que j'ai sur la partie mobile sont beaucoup moins importants que ce qu'on a sur la partie desktop, où là on est sur des très bons taux de remplissage. Donc du coup, on encourage, nous justement, de recevoir des formats plus courts, plus légers, adaptés au mobile pour justement pouvoir avoir une expérience un peu plus fluide. Et même sur la tarification, pour encourager ça, on fait des prix spéciaux pour les annonceurs qui ont des formats sur 10 secondes pour justement pouvoir encourager la diffusion sur mobile. Donc en fait, la négociation supplémentaire qu'on peut apporter, elle est beaucoup plus rentable que la déperdition qu'on a de l'autre côté. Donc on a tout intérêt aussi à encourager le marché à avoir une vue spécifique au niveau des formats mobiles. L'offre de TF1 au niveau de la mobilité, c'est quoi aujourd'hui? Oui, alors l'offre a beaucoup évolué, mais juste un point après qui semble important sur le mobile et la vidéo,
c'est que l'écran, en fait, qui est le plus en augmentation pour consommer de la vidéo, aussi bien chez TF1 que chez YouTube, par exemple, c'est pas le mobile, c'est la télé. C'est l'écran de télé qui est l'écran qui voit la plus forte progression, en tout cas de consommation vidéo, même chez mes amis de YouTube. Après, sur la partie très mobile et le pas et l'arrivée sur le mobile qu'on a chez nous est assez forte. Par exemple, si on regarde les récentes stratégies d'acquisition, en tout cas du groupe, il y a un point commun. Quand on regarde un Minute Buzz, un Studio 71, un Haut Féminin, un Marmiton, un Eurosport, c'est que c'est tous des sites et des éditeurs qui sont mobile first. Donc on se dit, on était jusque-là assez drivé par l'écran de télé, qu'il faut arriver du coup sur cet écran via notamment des acquisitions externes. Et sur le point de on va dire de la dualité entre audience et revenus, il y a un point qui est aussi important. En fait, c'est la pression publicitaire qui va être mise sur un écran de mobile qui n'est pas la même, notamment chez nous. Je ne peux pas demander à une personne qui regarde Koh-Lanta sur son écran de mobile en mobilité d'avoir la même pression publicitaire et le même nombre de pré-rolls quand on est confortablement installé sur un écran de télé que je regarde via ma box. Donc j'ai une pression publicitaire qui est moindre sur mobile. Donc effectivement moins de revenus, ça c'est sûr. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a également une partie en fait, des sous-revenus qui sont un peu de notre fait, mais c'est fait pour encourager l'usage. L'usage en mobilité se fait avec évidemment une pression amoindrie. Thibaut, chez M6 ? Pression pub adaptée également à une consommation qui est beaucoup plus snacking. Je trouve que le terme est adapté. On est plus sur du long forme, une durée de session qui est plus courte. Donc ça, c'est le premier levier, je dirais, au niveau régie pub qu'on peut activer pour adapter par rapport à ce device qui est un device personnel. Le deuxième levier, c'est que nous, on a retravaillé l'intégration de tous les players vidéo. Donc la fenêtre portrait ou paysage, elle est plus petite. Donc on a recalé le player en haut de la page, en 100% visible, pour faire en sorte que vraiment l'expérience vidéo elle soit au cœur de la fenêtre mobile, avec moins de possibilités de scroll down. Donc ça, c'est des choses qu'on peut plus faire, je dirais, au niveau expérience utilisateur. Et après, moi, j'ai quand même un petit regret, mais qui est pour le coup plutôt technique, c'est que je pense que le décalage, comme le disait David, entre les usages et les investissements, il est aussi lié au fait que la visibilité n'est pas encore tout à fait mesurable au sein d'un univers applicatif mobile. Je pense que là, on voit le bout du tunnel, donc on en est tout près. Mais pendant 2 ans, ça nous a quand même très, très fortement pénalisé. Donc, alors que nous, côté broadcaster, on sait que notre inventaire, il est plutôt clean. Voilà, donc on a subi, je dirais, peut-être les mauvaises pratiques du marché, ça nous a pénalisé, et fort heureusement, on en arrive au bout. Donc, et là, c'est tout l'écosystème qui doit mieux travailler pour mesurer la visibilité au sein d'un environnement in-app. Alors, tu parlais de bout du tunnel, on arrive au bout de notre débat. Et donc, je laisserai la dernière question, si vous le permettez, messieurs, à Kautar, à savoir, quelles sont les attentes des annonceurs que tu rencontres en termes d'efficacité et de qualité de diffusion des vidéos dans l'écosystème programmatique ? Aujourd'hui, quand on envisage un plan vidéo sur le levier programmatique, il faut qu'il vienne s'inscrire aussi en complémentarité de ce qui est déjà fait en télévision. Donc il faut jouer sur les couvertures, sur les cibles, sur pourquoi pas la scénarisation des formats. Il ne s'agit pas de dupliquer parce que sinon, effectivement, la recette n'est pas là. On en a parlé brièvement. Il y a autour de la vidéo tout ce qui concerne la manière de pouvoir quantifier si la campagne a été performante ou pas. Donc effectivement, il y a des normes qui ont vu le jour sur des minimums d'affichage, de players, de visibilité et autres. Ça, j'ai envie de dire, ce sont des filtres qu'on a posés de manière à pouvoir avoir de bonnes pratiques pour pouvoir homogénéiser un petit peu l'environnement et les pratiques de chacun. Mais réellement, quand on est sur que ce soit son écran mobile ou que ce soit à la maison en faisant du replay, etc., c'est l'attention, encore une fois, qu'on va porter au message. Et c'est ce qu'il faut c'est ce qu'on commence à regarder. Aujourd'hui, il y a certains outils qui permettent d'aller dans de la granularité sur ce type d'informations-là et sur ce type de learnings. On n'y est pas encore, on tâtonne, on regarde. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, aujourd'hui, les usages font que vous êtes en train de faire 2-3 tâches en même temps. Quelle est l'attention que vous portez à tel ou tel écran ? Qu'est-ce que je vais en retirer en termes de learnings par rapport à la notoriété d'une marque, en termes de performance, en termes d'engagement? Est-ce que je vais aller sur le site du client? Est-ce que je vais plutôt avoir accès à un autre écran plus tard dans la journée pour pouvoir continuer ma recherche parce que j'y ai pensé? Enfin voilà, c'est tout un écosystème que la vidéo doit aujourd'hui prendre en considération, et ça reste encore aujourd'hui un format qui permet à une marque de pouvoir s'exprimer, qu'on soit sur un format court ou qu'on soit sur un format long, on s'entend, mais qui permet de mettre en avant des valeurs de marque dans des environnements publishers qui sont quand même assez qualitatifs. Voilà, il faut continuer à tirer, j'ai envie de dire, le fil de la pelote de laine et de continuer à apporter encore plus de garanties dans ce que l'on appelle la vidéo et la manière de pouvoir l'apprécier. Eh bien, c'est là-dessus que se termine notre débat. Je vous remercie, madame, messieurs, d'y avoir participé. À bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour de la vidéo et du programmatic TV. Les 3 points à retenir de nos échanges sont les suivants.
Bien que de plus en plus accessible, la vidéo publicitaire gagnera en valeur si l'environnement dans lequel elle est diffusée est premium, à savoir que le contenu proposé par le diffuseur associé est de très grande qualité. 2. Il reste encore des efforts à faire de la part des annonceurs quant au format proposé sur les plateformes vidéo, notamment dans un contexte d'usage mobile. 3. Les annonceurs souhaitent que des efforts soient faits quant à la quantification des performances de campagnes vidéo. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted et Gamned pour leur soutien. Sans oublier nos partenaires médias, les magazines AdTech News et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.